Bonjour Jacob Cohen, Bonjour je Stéphanie, suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. c'est un plaisir. J'ai découvert votre chaîne et ça me fait vraiment un plaisir d'y participer. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis ravie de vous accueillir et nous allons parler d'abord de votre jeunesse. Vous avez fait Sciences Po, Oui, vous avez grandi au Maroc, oui, ce beau pays qui est dans votre cœur. oui. Et après Sciences Po, ou peut-être avant, je ne sais pas, vous allez nous expliquer ça. Je crois que vous avez fait partie d'un mouvement sioniste. Ah, bien avant, Bien avant. Ah oui, Vous pouvez nous en parler? oui, bien sûr. Merci. Mais en fait, j'étais encore à la fin du collège, début du lycée. Donc j'avais 16-17 ans. Et une voisine, vous savez, je vivais dans un quartier juif qu'on appelait le Mella au Maroc. La plupart des juifs, sauf à Casablanca où il y avait des juifs qui vivaient dans les villes européennes, etc. Je vivais dans un quartier assez fermé, on était presque 18 000 habitants. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux faire partie d'un mouvement sioniste clandestin? Alors moi, évidemment, le clandestin m'a excité parce que à l'époque, j'étais malheureusement, on n'était pas assez développé intellectuellement ni assez riche pour s'acheter des livres. Et donc, je lisais surtout des romans, des polars que j'achetais aux puces. Et donc, évidemment, mon esprit vagabondait dans les Bruce Bonisseur de la BAF, enfin, OSS 117 pour ceux qui connaissent, c'était l'époque. Et donc j'ai dit oui, bien sûr, et je savais rien de... Enfin, je savais qu'à l'époque, c'était donc 1959, comme ça, 60. Je savais qu'à l'époque, les Juifs, il y avait un grand remue-ménage dans les Mélas, dans les ghettos juifs, parce que les sionistes étaient là, ils voulaient les faire partir. Voilà. Et donc, ça partait pas encore beaucoup. Alors, ils avaient du mal à faire partir les Juifs. Et moi, sans faire le lien, j'ai dit, bien sûr, d'accord, sans rien connaître du sionisme, mais comme, donc j'ai accepté, on m'a, soi-disant, on a fait une petite enquête, et puis on m'a reçu un soir, on m'a bandé les yeux, il y avait un revolver posé sur une espèce de tapis, avec les bandes bleues signifiant le drapeau d'Israël, en me disant, je jure que de garder secret, etc., que si je le trahissais, on pouvait, voilà, le revolver, on pouvait me descendre, etc. Enfin, on a joué vraiment le grand jeu avec moi. Et donc, en fait, le travail consistait, enfin, l'adhésion consistait à participer à des réunions. Et moi, je prends en général les choses à cœur. Bon. Et donc, j'ai pris tout de suite les choses à cœur. Je commençais à participer, à lire, etc. Et tout de suite, enfin, en très peu de temps, j'ai adhéré à l'idéologie qu'on me donnait. En fait, c'était des sionistes un peu spéciaux, c'est-à-dire, c'était les vrais pionniers sionistes des années 20, 30, 40 qui avaient construit le sionisme dans les kibbutzim, c'est-à-dire dans ces fameux phalanstères, si on peut utiliser ce terme-là, des centres où il y avait 50, 100, 200 personnes qui vivaient, qui se partageaient tout, dont les tâches étaient réparties le samedi soir dans une assemblée générale très démocratique. Et donc ça, c'était l'idéal parce que c'était vraiment les pionniers, on les appelait. Et je me suis rendu compte que la classe dirigeante sioniste de l'époque, enfin des années 50, 60, provenait de ces kibbutzim, donc qui était considéré comme la fine fleur du sionisme. Et j'ai tellement adhéré à l'idéologie, etc., que j'étais devenu le responsable de Meknes, et j'arrivais même, on me demandait même de faire des conférences, même avant le bac. Et donc mon destin était tout tracé. Je devais partir dans un kibbutz à la fin de la terminale. Bon. Et donc, à l'époque, je côtoyais, j'étais tellement, intégré dans le milieu, qu'on m'invitait de participer à des réunions à Casablanca, où je côtoyais des gens qui venaient d'Israël, avec un faux passeport, des fausses pièces d'identité.
Alors, il y a un qui se faisait passer pour belge. À l'époque, on ne prononçait pas le mot Mossad. Le Mossad. Mais en fait, j'ai appris après que c'était des gens du Mossad. Et donc, plus ou moins, à l'époque, je ne connaissais pas le terme de Sayan et de Sayanim dont je parlerai plus tard. Mais il y avait deux types de gens, d'infiltrés. Il y avait les agents du Mossad, ils avaient une certaine prestance, un grand mystère autour d'eux. On ne savait pas où ils habitaient, etc. Bon, comment ils se déplaçaient. Et puis, il y avait des Marocains, des Juifs marocains. Je me souviens d'un Mario qui était dans la zone de Tanger, qui est parti 1 an là-bas, on l'a formé, et est revenu au Maroc pour encadrer, parce que nous, on n'avait pas affaire directement aux agents du Mossad. Voilà. On avait affaire à Mario. Mais moi, il m'est arrivé de rencontrer ces gens du Mossad, parce que j'étais un peu considéré comme un responsable, etc. Et pour des raisons, je devais partir au kibbutz, mais je ne suis pas parti. Voilà. J'ai, comment dire, c'est trop long à expliquer, mais en fait, pour le dire en 2 mots, à l'époque, je pourrais pu aller à l'université en Israël. On me donnait une bourse et j'étais dispensé de l'armée. Ça, c'était un privilège extraordinaire. Et Israël l'a fait en 64, à partir de 64, pour attirer les jeunes diplômés. Parce qu'en fait, ceux qui sont partis en Israël, c'était vraiment les laissés pour compte. Les ignorants, les pauvres, les artisans, enfin, ceux qui n'étaient presque rien. Mais ceux qui avaient fait des études, ils allaient en France. Et donc, parce qu'ils ont compris qu'Israël était un cul-de-sac pour eux. Bon. Et donc, ils ont créé ce système. Et moi, j'ai fini... Enfin bon, pour faire court, mon père s'opposait totalement à ce que j'aille au kibbutz, parce que pour lui, le kibbutz sont les sionistes. Les sionistes sont des renégats, des mécréants, qui ne sont pas juifs pour lui. Et donc, il n'était pas question pour lui que j'aille là-bas. Et donc, il a fait en sorte que j'aille à l'université. Mais le dilemme pour ce qui est comique d'ailleurs, enfin quand j'y pense, c'est que c'est le Mossad qui m'a empêché d'aller en Israël. Pourquoi? Parce que je suis allé voir l'agent juif qui prenait les candidatures, et je leur ai dit, voilà, j'ai le bac, mais je dois partir en Israël avec un mouvement sioniste. Entre parenthèses, il y en avait 4 à Meknès. Le mien, j'ai eu la chance de tomber sur un mouvement marxiste. Donc j'ai appris l'international en hébreu à 17 ans. C'était déjà... J'ai appris la lutte des classes, etc. Bon, donc j'ai pas perdu mon temps. C'était romanesque. Et donc, quand Mario a appris que je voulais à l'université, ils se sont dit, si Jacob fait ça, tous ceux qui sont au mouvement, ils vont dire, ah ben nous aussi, on va pas aller au kibbutz, etc. Parce que bon, j'avais une réputation, voilà. Bon. Sulfureuse. Et donc, ils ont, voilà, pour faire court, quand je suis retourné à l'agence juive, pour les derniers trucs, ils m'ont dit, écoutez, Jacob, vous êtes dans le mouvement, vous savez comment ça se passe, on va vous parler franchement, voilà. Les dirigeants, ceux qui dirigent, l'agence juive dépend du Mossad. C'est-à-dire, elle a dit, voilà, le mouvement sioniste, ce sont des agents du Mossad, et donc, eux contrôlent tout. Donc, ils ont mis un veto sur votre départ, sur votre bourse à l'université. Et donc, je suis pas allé. Et donc, le Mossad m'a empêché d'aller en Israël et de devenir israélien. Enfin, voilà. Et en fait, et c'est là, si vous voulez, l'origine de mes interrogations sur le sionisme en Israël. Je me suis dit, mais comment ils peuvent agir comme ça? Et je me suis rendu compte à quel point j'avais été manipulé, parce que j'ai fait partir des jeunes de 16-17 ans, et ça m'a fait mal au cœur, parce que
c'est des jeunes qui, évidemment, quand on est adolescent, quand on a 16-17 ans, on réfléchit pas, on a envie de vivre l'aventure, une soi-disant aventure, mais en fait, on arrive là-bas et on devient un pauvre, enfin, un ouvrier, un soldat quelconque, la chair à canon, voilà, un pion, le jeu du sionnisme. Et c'est ce que j'ai compris, c'est après que j'ai étayé comment dire, ma critique, l'analyse du sionisme, ma critique, etc. Et que j'ai compris une chose, c'est que, c'est vrai que sont des gens capables de tout pour arriver à leur fin. Ça, c'est une des devises du sionisme, la fin justifie les moyens. Ils sont capables même de tuer leur propre coreligionnaire. Je vais vous citer un exemple. En 1924, il y avait un notable juif d'origine hollandaise qui s'appelait Jacob de Haan, bon, et qui voulait, c'était une personnalité à l'époque, qui était en train, en 1924, pour aller à Londres, il fallait s'organiser, etc. Prenez pas l'avion comme aujourd'hui. Donc, il était en train de monter une mission de juifs qui habitaient en Palestine pour aller à Londres et leur dire, écoutez, on vit très bien avec les Arabes, il n'y a pas de raison de susciter, d'encourager le mouvement sioniste, parce qu'il crée la division, et ça va faire la violence, les tensions, la guerre. Mais avant qu'il parte, il a été assassiné par les sionistes. Et en 1961, il y a eu une émission à la télévision israélienne où les assassins étaient venus là pour dire « Nous sommes très heureux d'avoir fait ça parce que c'était pour le sionisme ». Et en fait, le sionisme est une idéologie, il faut vraiment capter ça. C'est une idéologie qui demande à ses membres. C'est pour ça d'ailleurs, les gens s'étonnent de cette violence excessive où on peut tout faire. Parce que quand on est sioniste, on est capable de faire tout ça parce que c'est une idéologie qui demande la soumission totale, l'abnégation totale. Et donc j'ai gardé cette critique. Après, j'ai fait Sciences Po, mais comment dire, j'étais même un peu, déjà ma critique s'exprimait sur Israël, etc. Bon, je passe sur quelques épisodes et bon, ma vie s'est poursuivie un peu au Canada, en Allemagne, je suis retourné au Maroc. Mais jusque-là, je n'étais pas encore, j'avais des idées d'extrême gauche, mais je n'étais pas un militant. Voilà. Je ne militais nulle part. Et pour vous dire à quel point je n'étais pas militant, lorsque j'étais maître assistant à la fac de Casablanca, vous savez, il y a un ancien étudiant à moi qui m'a découvert il y a quelques années. Il a dit, comment Jacob Cohen, il est antisioniste. Mais moi j'ai connu à la fac, c'était un type flou. J'ai adoré cet adjectif. Et c'est vrai, d'ailleurs, quand j'étais au Maroc, c'est vrai que la vie est belle au Maroc, surtout à l'époque. Enfin bon, la vie était d'une douceur extraordinaire. C'est une atmosphère coloniale. Voilà. Je jouais au tennis le matin. J'avais une bonne qui me préparait de bons petits repas à midi. Enfin, c'était la belle vie. Voilà. Et donc, j'avais pas vraiment. Et puis, en plus, c'était le règne de Hassan II. Il valait mieux ne pas trop se montrer militant ou engagé dans un combat politique, etc. Donc, la tendance à l'époque était on laisse faire, etc. Bon. Et donc, je suis arrivé en France en 87, et c'est là où je commençais à m'intéresser beaucoup au fait sioniste, à la communauté juive, etc. Et j'ai découvert très vite l'existence des Sayanim. Et ça, c'est une chose, un élément qui est fantastique et incontournable pour comprendre la puissance d'Israël. Vous savez, les gens aujourd'hui s'expliquent, mais comment ça se fait que les médias ne bougent pas, que tel organisme, telle institution ne bouge pas, etc. Parce que et c'est là où il faut reconnaître aux sionistes. Moi, je reconnais des qualités exceptionnelles. Le génie du mal, certes, mais ils ont des qualités exceptionnelles. Et d'ailleurs, j'ai souvent invité les gens, à les étudier et à prendre exemple sur eux. Voilà. Donc, en 59,
ils ont créé, le chef du Mossad s'est dit, nous avons 500 000 membres. Il existe une franc-maçonnerie juive mondiale qui s'appelle le Bnei Brit, qui comprend 500 000 membres, un demi-million. Mais un demi-million, le haut du panier des communautés juives. Toutes les compétences. Ah oui, toutes les compétences. Et donc, on va leur demander, bon, sûr pas 500 000, mais on a besoin, par exemple, des gens dans les médias. On va prendre ceux qui sont dans les médias. Genre, par exemple, en France, Yvan Levaille, enfin, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire. C'était le mari d'Anne Sinclair. Voilà, Anne Sinclair, Jean-Pierre Elkabbach, etc., etc. Et on va leur dire, Israël a besoin de vous. Voilà, est-ce que vous voulez vous engager à nos côtés? Bien sûr, ils disaient oui, enfin, en général. Et donc, dans les médias, ils ont fait en sorte qu'aucune voix arabe ne s'exprime, que seule la voix israélienne s'exprime, etc., etc. Et donc, ils ont formaté la télévision, France Culture, France Inter, etc., de manière à éviter, éliminer toute expression arabe palestinienne. Et ce formatage qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de 60 années de travail, de harcèlement, etc. Et donc, il faut comprendre, bon, les Sayanim existent, par exemple, dans la banque. Et on connaît la puissance des banques aux États-Unis. Pour vous donner une idée, par exemple, en 2000, le vice-président de la Réserve fédérale, c'était un juif, et qui a été nommé président de la Banque d'Israël. Donc vous imaginez un peu ce qu'il peut donner comme information, etc. Mais imaginez 500 banquiers comme ça, qui sont dans le monde de la banque, partout, dans les paradis fiscaux, etc., dans les banques, les assurances. Comment, ou bien par exemple aujourd'hui dans les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Zuckerberg a rencontré Netanyahou plusieurs fois. Donc imaginez ce type travailler pour Israël, travailler avec Netanyahou, etc. Donc donner des renseignements au Mossad. Le cinéma, par exemple. L'Amérique a produit, enfin Hollywood, a produit un film en 1961 qui s'appelle Exodus. Un film extraordinaire. Vraiment, Paul Newman. Mais toute une génération d'Occidentaux ont été formatés, ont accepté le storytelling sioniste, l'ont intégré, l'ont intériorisé. Donc c'est ça le travail des Sayanim. Et c'est ce qu'on appelle le soft power. Voilà. Le divertissement qui envoie des messages et qui formate. Mais sur tous les plans, que ce soit à la banque, le cinéma, l'industrie. Par exemple, Israël avait besoin, mettons, à créer une entreprise de beepers. Voilà. Mais pour le Mossad, c'est un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a des agents dans toutes les chambres de commerce et d'industrie de tous les pays occidentaux. Donc il peut dire je sais pas moi, par exemple, un Mossad, c'est le président de Publicis, c'est un agent du Mossad, enfin c'est un Sayan, et donc il peut lui dire, trouvez-moi des industriels qui peuvent. Donc en fait, et c'est ça, c'est un pouvoir extraordinaire d'influence, d'unité et comment dire, de diriger la politique dans un tel sens, etc. Et malheureusement, en fait, je me suis rendu compte, moi, dans les années 90, j'ai découvert les Sayanim grâce à 2 livres que je cite. Je vais vous les citer comme ça, si quelqu'un s'intéresse. D'abord, un Israélien qui a fait le Mossad, qui a été un agent du Mossad, qui s'appelle Victor Ostrovsky, qui a raconté son expérience. Et ici, des cas concrets de Sayanim en France, qui ont aidé à éliminer la filière nucléaire irakienne. Bon, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Et puis, Gordon Thomas. Lui, c'est un spécialiste des services secrets britanniques qui a interviewé tous les chefs du Mossad depuis Meir Amit en 1962. C'est lui qui lui a dit que son prédécesseur en 59 avait créé le corps des Sayanim. Et aujourd'hui, moi, j'estime qu'il y a entre 40 000 et 50 000 Sayanim dans le monde, enfin dans le monde occidental. C'est-à-dire des gens dévoués. Et il y a 450 000 qui attendent leur tour si le Mossad veut bien leur proposer de faire quoi que ce soit pour eux. Voilà. C'est un honneur. Ah oui, c'est un honneur. Je veux dire,
parce que ces juifs du Bnei Brit, leur principale préoccupation, leur mission essentielle, leur obsession, c'est la défense d'Israël, à tout prix. Ils ne se posent pas des questions. C'est pour ça d'ailleurs, par exemple, on leur dit, dites qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Et donc tous, ils viennent à la télé, ils disent, c'est pas vrai, etc. Ils crient, ils hurlent, parce qu'on leur a dit de dire ça. Voilà. Ce sont des gens totalement pris par le système, et donc pour eux, il faut défendre Israël à tout prix, indépendamment des mensonges, des manipulations, etc. Voilà. Le problème vient d'où, pour moi? Quand j'ai découvert les Sayanim, dans les années 90, je me disais, bon, d'abord, ça me donnait une vision extraordinaire de la politique du Moyen-Orient, les interventions, etc., parce que je sais qui est derrière. Et je me dis, mais comment ça se fait que les gens n'en parlent pas? Moi, qui suis un petit citoyen de rien du tout, je découvre ça et je me dis, mais c'est fantastique. Comment ça se fait que les gens n'en parlent pas? Et puis aussi, j'étais franc-maçon à l'époque. Et au Grand Orient, les Sayanim ont ouvert une loge judéo-sioniste pour aider Israël. Et je me disais, comment ça se fait qu'ils n'en parlent pas? Et puis j'ai eu la réponse en 2010 quand j'ai publié Le Printemps des Sayanim. Et c'est là où je me suis rendu compte que les gens avaient la trouille de le dire. De dire, il y a des Sayanim. Pourquoi? Parce que on pouvait faire un rapprochement avec le protocole des sages de Sion, c'est-à-dire le complot juif, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Là, c'est du factuel, ils existent, etc. Bon. Et donc, ils ont tellement réussi leur coup parce que bon, il y a une espèce de terrorisme intellectuel et politique, c'est-à-dire, attention, si vous parlez mal d'Israël, vous êtes antisémite. La Shoah, c'est-à-dire, attention, hein. Et donc, les gens sont tétanisés. Ils ont la trouille. Et puis, ils ont des moyens de rétorsion d'elle. Par exemple, bon, je vais citer juste un exemple. Stéphane Blé, il était pro-palestinien. On a détruit sa vie. C'est-à-dire, c'est un génie de la musique, soit du piano et compositeur, on a détruit sa vie. Donc, on a détruit la vie d'universitaire, etc. Donc, les gens ont la trouille, voilà. Et ils continuent à avoir la trouille. C'est-à-dire que, à part quelques exemples vraiment rares, la plupart des analystes qui parlent d'Israël, du Moyen-Orient, etc., évitent soigneusement de dire qu'en France, il y a 4000 à 5000 juifs français, entre guillemets, dont la patrie de cœur est Israël, et qui sont prêts à tout, même contre les intérêts français. Par exemple, en cassant la centrale nucléaire irakienne, ils ont joué contre les intérêts français, en aidant Israël à détourner l'embargo imposé par De Gaulle sur les armements. Vous savez, les vedettes de Cherbourg. Les Sayanim ont joué un rôle important aussi pour les faire partir clandestinement. Ils sont capables de jouer. C'est d'ailleurs, on revient à une vieille, accusation antisémite, la double allégeance. C'est-à-dire, très longtemps, on a toujours dit que les Juifs ne pouvaient pas avoir une patrie et, se consacrer à cette patrie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours une allégeance à part, à côté. Voilà. Et là, malheureusement, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les Sayanim, on a démontré que leur vraie patrie, pour beaucoup de Juifs en tout cas, et leur vraie patrie, c'est Israël, et ils sont prêts, d'ailleurs, le plus grand espion américain, celui qui a nui, et d'ailleurs dont on ne parle pas beaucoup, hein, il faut vraiment connaître, qui connaît Jonathan Pollard? Eh bien, c'est le plus grand espion qui a fait tellement de mal. Il faut entendre, il faut écouter John Mearsheimer en parler, etc. C'est quelqu'un qui a fourni à Israël les secrets les plus grands, le décodage, les trucs, enfin. Il a été pris,
il a été condamné à la prison à perpétuité. Et je pense qu'il a fait 30 ans ou 35 ans avant d'être expulsé vers Israël. Et lui-même l'a dit, tout devoir d'un juif, d'un vrai juif, c'est d'aider Israël par tous les moyens. Donc, enfin voilà, j'espère avoir fait le tour de la question. Avant de terminer, Oui. y a-t-il des Sayanim en dehors de l'Occident? Très peu. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que en dehors de l'Occident, il y a très peu de juifs influents dans les cercles du pouvoir. Il peut y avoir en Russie, par exemple, il y a beaucoup de juifs. Mais à ce moment-là, ce sont des gens ils n'ont pas d'influence dans les médias, ils n'ont pas d'influence dans la politique. Il y aurait peut-être quelques industriels, quelques hommes d'affaires, par exemple. Mettons un type comme Abramovitch, par exemple, un oligarque. Voilà. D'ailleurs, il est parti vivre en Israël, Abramovitch. Donc, voilà. À ce moment-là, mais ils n'ont pas d'influence. Par exemple, ils ne contrôlent pas le cinéma, comme aux États-Unis, ni en France, par exemple, etc. Donc, il y a des pans entiers qui leur échappent. Par contre, alors qu'en Occident, ils sont pratiquement dans tous les secteurs sensibles de la société. Voilà. J'ai envie de vous taquiner, de dire attention, ce que vous dites est antisémite. Mais justement, c'est l'occasion de dire une chose qui est importante, qui vous tenait à cœur, que vous m'avez dite hors caméra. Vous m'avez dit, moi, je suis juif, je suis né juif et il n'est pas question que je renie ma judéité, mon judaïsme. Oui. Vous voulez en dire deux mots? C'est important pour vous? Oui, écoutez, bon, mais sinon moi je pense une chose, c'est que, vous savez, je vais résumer ma pensée de la façon suivante. Le monde juif a été antisioniste jusqu'en 1948. Il faut le savoir. D'abord les religieux, et moi je me souviens au Méla de Meknes, les rabbins nous disaient, enfin, faites attention à ces mécréants, parce que ce sont des gens qui n'ont rien à voir. Yaakov Ripkin a écrit un livre fantastique, c'est un prof originaire de Russie, et qui enseigne à Montréal, et la Torah contre le sionisme, voilà. Et donc en fait, le malheur du peuple juif, c'est d'avoir fini par succomber et d'avoir fait sienne l'idéologie sioniste. Voilà. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile d'être juif. Enfin, c'est difficile. Moi, je suis parce que j'étais imbibé de culture juive, de religion juive, de tradition juive, etc., jusqu'à l'âge de 20 ans, donc je ne peux pas faire autrement. Et malheureusement, tout ce qui est... Enfin, il y avait tout ce qui a été humaniste. Vous savez, Hannah Arendt avait averti. Elle avait dit que s'il y a un État d'Israël, si les Juifs créent leur État, ils vont devenir comme les autres ou peut-être pire, c'est-à-dire la violence, le racisme, etc. Et malheureusement, on n'a pas voulu l'écouter. Il y a eu quelques milliers d'illuminés qui ont voulu, contre vents et marées, contre les volontés du peuple juif, contre la volonté des religieux, de créer cet État, mais cet État basé sur la force, la violence, la conquête, et le résultat est là, je pense que le peuple juif, malheureusement, va le payer un jour, mais voilà, c'est comme ça. On garde espoir quand même. Vous savez, en général, je suis pas toujours optimiste sur l'évolution du monde, donc... Enfin, il y aura ce qu'il y aura, voilà, je ne sais pas, voilà. Vous êtes fataliste. En tout cas, un grand merci pour votre confiance. Je vous en prie. Et merci à vous, le facétieux Jacob Cohen. J'ai pas fait beaucoup de facéties cette fois. Non, ça a été par rapport à d'autres fois. En tout cas, un grand merci. Je vous en prie. C'était un plaisir.